Bonjour Augustin, parfaitement, je vous entends Bon, très bien. le son est bon. Bonjour à tous. Donc Gérard, vous sortez un sixième livre Oui, qui s'appelle L'autorité de l'ignorance. C'est un livre que vous sortez après en avoir développé différents sujets. Vous avez parlé de la santé dentaire, vous avez parlé des ondes, vous avez parlé des matériaux que l'on utilise en dentisterie. Là, vous êtes sur un registre un peu différent et c'est un livre qui est très important. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et puis peut-être vous présenter en deux mots juste avant? oui, tout à fait. Jusqu'à maintenant, si vous voulez, Augustin, j'ai fait des livres qui reliaient ce qui se passe dans la bouche avec des problèmes de santé. Voilà, j'ai écrit effectivement 5 livres à ce sujet. Ce sont des livres qui sont préfacés par souvent des têtes de gondole de la médecine, le professeur Belpomme, le professeur Royeux, le professeur Marc-Henri, René Olivier, l'ancien assistant du professeur Montagnier. Voilà, et c'est des livres euh, qui me tenaient à cœur parce qu'en tant que chirurgien dentiste, il m'intéressait de faire savoir et comprendre au public que ce qui se passait dans la bouche était très très important en ce qui concerne la santé, pour les problèmes de santé. Voilà. Et donc tous ces livres mettent en relation à différents niveaux ce qui se passe dans la bouche et les problèmes de santé. Voilà. Donc, jusqu'au jour où j'ai été attaqué par le Conseil de l'Ordre. C'est l'objet de mon prochain livre, puisque ce livre s'appelle Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes, deux points, l'autorité de l'ignorance. Alors c'est vrai que c'est un titre qui peut paraître un peu agressif, mais dans cette affaire, si vous voulez, moi je ne suis que le messager. Ce qui m'importe le plus, c'est pas ma propre personne, mais c'est le message que j'ai à faire passer au public, parce que euh, d'une façon générale, les dentistes sont considérés comme les mécaniciens. Un dentiste, ça bouche des trous, ça pose des chevilles, ça plante des clous, voilà, ça pose des plâtres, voilà. Et peu de gens ont compris l'importance des conséquences sur la santé de ce que font les dentistes, voilà. Et donc, je me suis vraiment étonné que les autorités médicales, qu'un médecin, par exemple, ne nous fasse jamais ouvrir la bouche. Hein, si vous avez un problème quelconque, jamais le médecin ne vous fera ouvrir la bouche. Voilà. Et pourtant, s'il savait, voilà. Et il y a une ignorance totale du monde médical sur ce qui se passe dans la bouche. Si vous demandez, par exemple, à un médecin qu'est-ce que c'est qu'un amalgame dentaire, il ne le sait pas. Hein. Ça m'est arrivé, ça, de poser cette question. Une fois, j'étais dans une formation où il y avait 25 médecins. J'ai posé la question, est-ce que vous savez ce qu'est un amalgame dentaire? Personne n'a pu répondre. Or, l'amalgame, bon, Augustin, vous le savez, eh oui, ça contient du mercure, par exemple. On ne parlait que de ça. Et le mercure, c'est un neurotoxique violent. Voilà. Donc, dans tous ces livres, je parle de ça. Je parle aussi des problèmes de santé, par exemple l'électrosensibilité, toutes ces personnes qui sont mal quand elles sont dans un environnement électromagnétique chargé, quand elles téléphonent avec portable. Voilà, toutes ces personnes aussi qui sont fibromyalgiques, qui ont des, il y a 2 millions de fibromyalgiques en France. Voilà, toutes ces personnes. Je ne dis pas d'ailleurs pour la fibromyalgie que c'est souvent, ça se passe dans la bouche. C'est toujours, c'est toujours. Voilà. Et un enfant de 10 ans le comprend. Voilà. Alors voilà. Et puis, j'en étais là. Ça fait 20 ans que je pratique autour de tout ça. Et pourquoi je pratique comme ça? Parce que, en fait, ça a été la rencontre entre le chirurgien dentiste que j'étais, chirurgien dentiste généraliste, comme tous mes confrères, et ça a été la rencontre avec le posturologue que je suis devenu. Parce que j'ai passé, dans les années 2005, un diplôme universitaire de posturologie. Voilà. La posturologie, c'est l'étude des tensions, hein, de la posture, etc. Et tout. Et c'est cette rencontre entre le dentiste et le posturologue qui m'a fait découvrir un monde complètement nouveau et qui m'a complètement sidéré parce que c'est quelque chose que personne ne peut imaginer et qui pourtant est une évidence. Hein, comme je dis toujours, un enfant de 5 ans peut comprendre ce qui se passe. Voilà.
Donc voilà, j'en étais là. Je reçois des patients, donc je ne fais plus de soins maintenant depuis longtemps parce que je suis mieux dans mon rôle pour faire des bilans de santé que pour faire des soins que beaucoup de confrères savaient parfaitement faire. Donc j'en étais là. Euh, je reçois des patients qui viennent de toute l'Europe. Ce sont des patients qui ont toujours un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire cervicalgie, lombalgie, fatigue chronique, sensation d'instabilité, acouphène, fatigue chronique, oui, c'est-à-dire en fait un peu des, des symptômes dits de type fibromyalgique. Voilà. Ce sont des personnes donc électrosensibles, chimico-sensibles, voilà, qui sont mal dès qu'elles sont dans un environnement électromagnétique chargé. C'est des personnes parfois qui sont obligées d'habiter dans la cave de la maison pour éviter l'environnement électromagnétique. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas téléphoner avec un téléphone portable parce que ça les rend malades. Voilà. Donc, je m'occupe de ça depuis maintenant une quinzaine d'années. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Ce qui fait que ce n'est pas que je sois plus fort que l'autre, plus intelligent que l'autre, plus malin que l'autre, mais vous savez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Et à force de voir, de recevoir des gens comme ça, parce que plus j'ai écrit de livres, plus j'ai été connu, et plus j'ai été connu, plus j'ai eu des patients qui arrivaient avec ce genre, ce type de problème de santé. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis devenu un hyper spécialiste de ce genre de problème. Donc tout se passait normalement bien. Euh, J'étais tout à fait heureux de pouvoir aider toutes ces personnes, de pouvoir faire passer ce message aussi au monde médical, parce que mon souhait, c'était que ce que j'avais compris puisse rentrer dans la doctrine, jusqu'au jour où je reçois un coup de téléphone, ça c'était il y a 3 ans, du Conseil de l'Ordre de Toulouse, où la secrétaire me dit bonjour docteur, donc on se voit demain. Je dis mais pardon madame, demain comment ça demain? Mais oui, oui, on vous a envoyé une lettre recommandée. Ah, ah mais j'étais en vacances, j'étais pas là, je viens d'arriver, donc je ne suis pas allé chercher de lettre recommandée. Comment? Mais c'est pas possible. Mais écoutez, je vous dis, c'est comme ça. Écoutez, on m'a vous reconvoqué alors. Donc, effectivement, voilà. J'étais au Maroc avec ma fille et un petit enfant, c'était pour la Toussaint il y a 2 ans. Et au Maroc, à Marrakech, je reçois de nouveau un coup de téléphone. Ah, mais allô, docteur, alors on se voit demain. J'ai dit, écoutez, madame, pourquoi on se voit demain? Nous vous avons envoyé une lettre recommandée pour vous convoquer en conciliation au Conseil de l'Ordre à Toulouse. J'ai dit, madame, je suis au Maroc. Je suis au Maroc depuis 3 semaines. Je leur ai envoyé, dans le premier cas, je leur ai envoyé les départs de l'avion, les dates de retour, etc. Et tout. Donc, rien n'y a fait. Je pensais que, ne serait-ce que par confraternité, puisque le Conseil de l'Ordre défend aussi la confraternité, je pensais donc qu'ils allaient de nouveau me reconvoquer. Là, j'aurais pu y aller. Voilà. Et au final, non, non, ils ne m'ont pas reconvoqué. C'est-à-dire que la règle, quand on ne va pas à 2 conciliations, je ne connaissais même pas la raison. Hein, je ne connaissais même pas la raison. Voilà. Quand on ne va pas à 2 conciliations, eh bien, on passe directement en conseil de discipline. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et À partir de ça, qu'est-ce qu'on vous reproche alors? Qu'est-ce que vous alors avez voilà, donc jusqu'à reproché? ce moment-là, je ne savais pas. Et avant de passer en conseil de discipline, j'ai reçu effectivement une lettre du Conseil de l'Ordre dans laquelle j'ai compris ce qu'on me reprochait. Alors, c'était très simple. Une consoeur de la région de Bordeaux avait porté plainte contre moi parce que j'avais dit à une de ses patientes qu'elle avait des matériaux dans la bouche qui entraînaient des problèmes de santé, des matériaux qu'elle lui avait posés, que ces matériaux entraînaient des problèmes de santé et que ce que j'avais dit n'était pas conforme aux données acquises de la science, puisque je disais que cette personne était une chimico-sensible, que la chimico-sensibilité, ça n'existe pas, voilà, pour le monde médical, et qu'à partir de là, j'étais sorti des règles, des données acquises de la science, lesquelles données acquises de la science sont un livre sacré, hein, c'est comme la Bible ou le Coran, si vous sortez du livre sacré, vous êtes un hérétique, et si vous êtes un hérétique, on va vous mettre sur le bûcher. Voilà ce qui s'est passé. Alors, effectivement, j'avais reçu, lors d'une formation, une jeune femme qui s'appelle Céline,
qui était arrivée le samedi matin vers 11 heures dans un état de santé catastrophique, en pleurs, effondré. Vraiment, c'était comme ça. Il y avait une information, il y avait des médecins aussi, il y avait notamment avec moi un kinésithérapeute, qui s'appelle Aurélien Front, voilà, et qui a assisté aussi à la consultation. À cette jeune femme, je n'ai rien fait. Je ne lui ai pas touché les dents. Si je l'ai testé, c'est-à-dire que je m'étais aperçu, parce que je fais ça toute la journée, que quand elle touchait une résine, un taquet en résine qu'on lui avait posé dans la bouche, elle était complètement bloquée. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez, elle ne pouvait plus du tout monter le bras. Si elle touchait ses propres dents, ça montait. Si elle touchait le taquet, voilà. Donc, cette jeune femme qui était perclue de douleur, qui ne tenait plus sur ses pieds, qui avait des maux de tête terribles, etc. C'était tout simplement une chimie sensible qui avait un mois avant de venir me voir, elle avait écrit à sa dentiste pour lui dire que depuis qu'elle lui avait posé dans la bouche ses taquets en rétine, voilà, sa santé s'était dégradée et qu'elle n'en pouvait plus. Et la seule réponse qu'avait fait sa dentiste, c'était de lui dire, écoutez, tenez le coup, ça va finir par passer. Et comme ça n'avait pas passé, elle est arrivée à ma consultation. Moi, je lui ai dit ce qu'il fallait faire et j'ai fait un petit mot très sympathique, très confraternel pour sa dentiste, pour lui dire, écoutez, ma chère consoeur, vu l'état de santé très dégradé de votre patiente, je pense que peut-être il vaudrait mieux suspendre le traitement pour le moment et voir par la suite ce que vous pourrez faire. C'était très, très confraternel. Hein, bon, voilà. Sauf que sa dentiste, elle n'a pas accepté ça parce qu'elle a considéré qu'elle avait perdu cette patiente par ma faute. Parce que la patiente, elle est allée se faire enlever les taquets, c'est pas moi je ne l'ai pas touchée, par un autre confrère. Elle n'est pas revenue chez sa dentiste. Moi, je pensais qu'elle allait revenir chez sa dentiste. Mais elle n'est pas revenue chez sa dentiste parce que cette dentiste ne lui avait pas répondu quand elle lui avait envoyé ce premier courrier à l'époque. Voilà. Et à partir de là, voilà, la dentiste m'a traduit devant le conseil de l'ordre parce que ce que j'avais dit n'était pas conforme aux directives de la science et qu'elle avait perdu sa patiente, et que c'était un scandale, que c'était une honte, et qu'on n'a pas le droit de sortir comme ça des règles, voilà, des données acquises de la science. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Quand il y a eu le procès, donc un procès Augustin, vous savez comment ça se passe, il y a un juge, c'est au conseil de l'ordre à Toulouse, et le juge est Peut-être assorti. avant d'en arriver Oui, au détail du procès, moi, il y a un point qui me paraît assez important. C'est ce qui y a mené, et c'est le fait que, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, que, et on le voit dans ce que vous dites aujourd'hui, pour vous, la confraternité, c'est très important. Vous attendiez de la part de vos confrères une certaine manière de procéder. Et on s'aperçoit que depuis le départ, depuis les propositions de conciliation, etc., c'était quand même assez brutal. Et donc on va revenir au procès, à la manière dont ça s'est déroulé, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu les différentes étapes pour que ceux qui nous écoutent comprennent comment est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le système médical français, on traite les praticiens avec lesquels on n'est pas d'accord, et puis aussi que pour les praticiens, que chacun sache se préparer à ce qui peut se passer dans leur vie quasiment du jour au lendemain, parce que pour vous, ça a quand même été une sacrée surprise, une mauvaise surprise de voir le ton, cette manière d'agir avec vous. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner le fil de comment ça s'est passé? et puis, je vais vous dire aussi ce que j'ai oublié de vous dire. Donc, conciliation, je ne peux pas y aller parce que je ne vais pas chercher les recommandés. Vous pensez bien que je vais chercher les recommandés de façon générale, parce que sinon, on ne peut pas fonctionner. Bon, ouais. Donc, ça a été vraiment un malheureux hasard que je sois en vacances. Mais en plus, je leur ai dit, je leur ai envoyé les courriers. Voilà, c'était pour leur dire que de telle époque à telle époque, j'étais là, avec les preuves que je ne mentais pas, que je ne racontais pas d'histoire. Voilà. Après, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai porté plainte contre cette dentiste. Parce que dans la lettre que m'avait envoyée le Conseil de l'ordre pour me convoquer en me disant, etc. et tout, euh, c'était une lettre qui était très diffamatoire. Et donc, je suis allé
à Bordeaux, devant le Conseil de l'ordre de Bordeaux, parce que j'avais porté plainte contre elle. Voilà. Et devant le Conseil de l'ordre de Bordeaux, cette dentiste a reconnu, elle a reconnu que ce que j'avais fait était bien au moment où j'avais fait, où je l'avais dit. Ce que j'avais dit était bien au moment où je l'avais dit. Voilà. Elle l'a reconnu devant le Conseil de l'ordre. Ce qui fait qu'avec mon avocat, on pensait que cette histoire était terminée. Eh bien non, parce que 3 semaines après, on a reçu de nouveau une convocation. Voilà. Donc, c'est vraiment une drôle d'histoire. C'est vraiment une drôle d'histoire. C'est pas clair, ça. Alors moi, c'est que le Conseil de l'ordre de Toulouse, comme j'ai écrit quand même pas mal de livres, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, euh, ils ne m'ont jamais attaqué, poursuivi pour mes livres. Alors c'est vrai que c'est des livres qui sont très... Voilà. Mais ils auraient pu, parce que c'est des livres où effectivement, je ne considère pas, je sors un peu des données acquises de la science. Vous voyez, voilà. Quand je dis par exemple qu'il faut faire attention au fluor, hein, avec les enfants, il ne faut pas en abuser, qu'il peut y avoir des problèmes. Bon, ce n'est pas tout à fait reconnu, c'est reconnu par certains, etc. Pour ça, vous savez que la science, euh, ce n'est pas la même science aux États-Unis, ce n'est pas la même science en Allemagne, etc. Et la science, ça ne veut plus dire grand-chose. Voilà. En tout cas, dans le monde médical, parce qu'on parle de l'art médical. Non, la science médicale, ce n'est pas des mathématiques. La science mathématique, c'est la science mathématique. Mais bon, la science médicale, l'art médical, etc. Et tout, on peut, selon que vous êtes dans un coin ou dans un autre, on ne va pas vous dire la même chose. On a bien vu ça à plein de niveaux dernièrement aussi. Voilà. Donc, moi, je pensais, et je pense que c'est le Conseil de l'ordre de Toulouse qui s'est dit, tiens, on va profiter de cette plainte de cette dentiste de Bordeaux pour régler son compte au docteur Diocèse. Voilà. Parce que, comme il a écrit plein de livres dans lesquels il dit des choses euh, qui interpellent, voilà, eh bien, voilà. Donc je pense Et que dans la manière dont ça s'est déroulé, vous avez eu l'impression que cette intuition se confirmait? Qu'est-ce qui, dans les éléments concrets de la procédure, vous fait penser que clairement ils en avaient après vous? oui. Alors moi, ce qui me laisse penser ça, c'est que, vous voyez comment ça se passe. Donc il y a le juge lors du procès, à droite il y a deux confrères, à gauche il y a deux confrères. Ces confrères sont toujours restés assez silencieux. Le juge a posé des questions, quelqu'un de pris la grave, il est un peu souriant, etc. Mais à un moment donné, ça a été le président du conseil de l'ordre régional qui a pris la parole et qui a joué le rôle de procureur. Et là, il a été d'une agressivité, mais quelque chose d'incroyable, d'incroyable. Il m'a traité de tout, il m'a traité de charlatan, et j'ai demandé pourquoi j'avais écrit tout ça, etc. Et tout. Il a été tellement zen que je voyais bien que même dans le regard que mes confrères en face, hein, de part et d'autre du juge, portaient sur lui, ils étaient presque gênés, tellement il avait été agressif, agressif, agressif. Alors, j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi ce président du Conseil de l'ordre a été de cette manière. Bon, après, je pourrais piloguer là-dessus peut-être. Mais voilà, mais c'est lui qui a été vraiment l'artisan. Donc, je suis sûr que c'est lui qui a monté toute l'affaire. C'était le président. En plus, bon, il est reconnu comme étant quelqu'un d'assez violent. Voilà. Donc, je suis sûr que ça part, au final, ça part de lui. Parce qu'il y a, si vous voulez, dans les conseils de l'ordre, qu'ils soient ceux des médecins ou ceux des dentistes, il y a des intégristes. Voilà, il y a des intégristes. Il y en a, on l'a bien vu, ça, affaire médicale. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, ce n'est plus d'aider, de sauver des gens. Voilà. C'est qu'on a l'impression que si on les sauve, on ne doit le faire que d'une certaine façon. C'est-à-dire, on ne reproche pas de sauver des gens, on reproche la façon dont on a sauvé les gens. Vous voyez, voilà, c'est vrai que c'est assez curieux. Voilà, globalement, voilà. Et donc, pour continuer l'histoire, donc, le Conseil de l'ordre m'a condamné à 3 mois d'interdiction d'exercice, plus 3 mois avec sursis. Je n'avais pas l'intention d'aller en appel, parce que moi, m'arrêter de travailler pendant 3 mois, ça m'est égal, je suis un privilégié, etc. Donc,
ce n'était pas très important. Et donc, j'avais pris la décision de pas aller en appel, même si j'avais fait appel pour gagner du temps, mais je n'avais jamais imaginé aller au procès en appel. Jusqu'au jour où je reçois un coup de téléphone d'une association, l'association Romain Destois, qui avait entendu parler de cette affaire et qui m'a dit, mais écoutez, docteur Duzlet, comment c'est possible qu'on vous interdise de travailler à vous, vous, qui justement êtes un des rares en France à avoir compris la problématique de l'électrosensibilité, de la chimicosensibilité, etc. À partir de là, ils ont fait une réunion de bureau. C'est une association qui représente des milliers de personnes. Ils ont fait une réunion de bureau et ils ont décidé donc de se porter soutien volontaire et donc de prendre un avocat pour attaquer le conseil de l'ordre qui m'attaquait. Voilà. La patiente aussi, Céline, elle aussi a entendu parler de ça. C'est pas moi qui l'ai recontacté après. C'est elle un jour qui m'a appelé, qui m'a dit, mais comment, monsieur Duzel, vous m'avez aidé, vous m'avez sauvé et on vous attaque, je ne peux pas l'accepter. Et donc, elle aussi a pris un avocat pour attaquer le côté d'ordre qui m'attaquait. Sur ce, l'association Zone Blanche, qui est présidée par la députée européenne, la pauvre, qui est malheureusement décédée il y a quelques jours, qui était une femme tout à fait formidable, l'association Zone Blanche donc, a décidé, elle aussi, de se porter soutien volontaire, partant du principe que m'interdire d'exercer, c'était nuire à tous leurs membres, etc. Parce que, voilà. Et pour finir, l'association SOS MCS, qui est une association de chimico-sensibles, qui est présidée par un médecin, le docteur Christine Régnier, de la même façon, s'est porté soutien volontaire. Voilà. Et c'est parce que ces personnes sont venues à mon secours que j'ai décidé effectivement d'aller en appel. Voilà. Et donc, je suis allé en appel avec mon avocat populaire, avec l'avocat aussi des électrosensibles, c'est maître Arnaud Durand. Et, voilà. Et donc, j'ai décidé d'aller en appel. Et ils se sont vraiment, ils se sont battus. Et c'est vrai que pour moi, psychologiquement, le fait d'être accompagné par ces associations, ça m'a beaucoup aidé, même psychologiquement, parce que, vous savez, c'est quand même, ça laisse un goût très amer, ça. Quand Merci. vous battez pour aider des gens, et puis on vous tombe dessus. Ah, moi, ça me dépasse. Voilà, ça me dépasse. Et donc, vous deviez avoir l'audience le 7 septembre, mais il y a eu un renvoi. Tout à fait. Donc, l'audience au départ, c'était le 7 septembre. Et la veille, mon avocat m'appelle en me disant, Monsieur Delette, l'audience a été reportée. On ne savait pas pourquoi à ce moment, mais c'était comme ça. Et 2 jours après, on a compris la raison. En fait, les autorités voulaient que ce soit à huis clos. Ça a été écrit comme ça, à huis clos. Voilà, c'est-à-dire, elles ne voulaient pas que les associations puissent venir, que la patiente puisse venir. Elles voulaient que ce soit à huis clos. Pourquoi? Elles avaient rajouté pour risque de trouble de l'ordre public. C'est écrit ça, c'est écrit pour risque de trouble de l'ordre public. Non, mais c'est formidable. À partir de là, ça a été reporté au 16 novembre. Voilà. Et donc voilà, le 16 novembre, il y a eu un procès. Et alors, ce qui est incroyable aussi, le 16 novembre, c'est que on ne savait pas si c'était à huis clos ou pas. C'est-à-dire que c'est le président du tribunal qui, le matin à 9 h, quand il est arrivé, a dit alors, c'est huis clos ou pas huis clos? Qu'est-ce qu'on décide? Ce qui est complètement incroyable, parce que beaucoup de gens seraient venus, puisque justement, ils avaient peur de troubles de l'ordre public. Et de cette façon, ils ont décidé que ce n'était pas à huis clos le matin même. Moi, je trouve ça, et je trouve ça extraordinaire. Oui, oui, il voulait éviter que l'affaire prenne une tournure plus politique et qu'on en parle davantage, enfin politique au sens large, que ça devienne un sujet de société, comme ça doit l'être. Et c'est quand même l'une des raisons de ce livre et de votre témoignage, c'est qu'en fait, on est face à une problématique
qui vous dépasse. Il y a à la fois l'aspect très désagréable qui vous concerne avec ces poursuites injustes, la manière dont vous avez été traité assez sèche, où le contradictoire n'est pas toujours respecté, où tout est à charge, où la confraternité, on marche un peu dessus, etc. Mais il y a aussi le fond qui est qu'on parle de deux problèmes majeurs qui sont associés, à savoir le problème des matériaux utilisés en dentisterie et puis le problème de l'électrosensibilité, de l'incapacité à gérer les ondes. Euh, et ça, clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose en France dont on ne veut pas entendre parler. Est-ce que, alors, on ne peut pas rentrer dans tout le détail du sujet, et puis dans le livre, vous en parlez, mais vous vous concentrez beaucoup sur les rapports avec l'ordre et puis les perspectives. Est-ce que quand même, pour la bonne compréhension de chacun, vous pouvez nous dire un petit mot de cette histoire de matériaux? Est-ce qu'il y a il y a peut-être des gens qui ne sont quand même pas au courant qu'ils ont peut-être des matériaux dans la bouche qui ne sont pas bons. Euh, Où est-ce qu'on en est de cette affaire-là? Alors, vous savez, par exemple, je, je vais par exemple vous expliquer l'amalgame, l'amalgame dentaire. L'amalgame dentaire, les gens croient que tout ce qu'on leur pose dans la bouche, c'est des amalgames. Non, l'amalgame, on pose des amalgames, des composites, des inlés, des couronnes. Mais l'amalgame, il a une particularité que vous pouvez voir, c'est tout noir. Voilà, c'est tout noir. Et l'amalgame, c'est un mélange de poudre d'argent avec du mercure et un peu de zinc. Voilà. Le premier médecin qui a attaqué l'amalgame, c'était le docteur Mélé, il y a 40 ans. Il s'était aperçu effectivement que des gens qui avaient des amalgames avaient des problèmes de santé par-dessus la tête. Il a été attaqué, poursuivi de tous les côtés par les conseils de l'ordre des médecins. Il a fini par se suicider. Il a fini par se suicider. Et dans la lettre qu'il a laissée, en parlant des conseils de l'ordre, il a dit que les conseils de l'ordre étaient une machine à broyer les hommes. Il a écrit ça. Donc, on continue aujourd'hui à poser dans la bouche des patients, beaucoup de dentistes, surtout dans les campagnes, des amalgames qui contiennent du mercure, donc qui contiennent un neurotoxique violent, dont on sait qu'il est catastrophique pour la santé. Et les conseils de l'ordre continuent à dire aujourd'hui que c'est encore la meilleure façon de soigner les caries. En 2014, quand le président national du Conseil de l'ordre, Paris, a souhaité ses voeux à la profession dentaire, il a dit il faut continuer à poser des amalgames au mercure dans la bouche des patients, c'est de ne pas en poser qui serait un problème de santé publique. Voilà. C'est complètement faux. Et normalement, ça je l'ai appris ce matin, normalement, les autorités sanitaires européennes et tout avaient décidé que l'amalgame serait interdit complètement à partir de 2025. Eh bien, le Conseil de l'ordre vient dans sa revue, là, vient de dire que ce ne serait pas possible et qu'en fait, avant 2035, il faudrait continuer à poser des amalgames. Vous voyez? Pour vous dire que c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on va continuer à poser des amalgames au mercure dans la bouche des patients. C'est de ne pas tenir compte de toutes les publications scientifiques qui expliquent que le mercure dans la bouche, ça peut entraîner des tas et des tas de conséquences. Mais il n'y a pas que le mercure, il y a aussi l'effet électromagnétique. Et ça, ce n'est pas Dieu Z qui le dit. Le fabricant d'amalgame, c'est quand même formidable, le fabricant d'amalgame, d'un grand groupe qui s'appelle le groupe PERMI, P-E-R-M-I, de TE, le groupe PERMI. Dans le mode d'emploi, dans les effets secondaires, il écrit textuellement que certaines personnes qui ont des amalgames au mercure dans la bouche, quand elles téléphonent avec un portable ou quand elles sont dans une ambiance électromagnétique chargée, en ont des désagréments et des problèmes de santé, que chez ces personnes, il faut trouver des solutions alternatives. C'est-à-dire que le groupe PERMIT reconnaît que les amalgames entraînent des problèmes d'hyper-électrosensibilité. Voilà, ce qui est un fait. Voilà. Et les solutions alternatives existent, bien sûr. Mais il y a des. Oui, alors là, sur ce que j'ai lu ce matin,
ils mentent de façon effrontée, parce qu'ils disent que oui, les amalgames, c'est la meilleure solution, parce que si on ne posait pas d'amalgame, on serait obligé de poser des inlays, par exemple, qui doivent être faits dans un laboratoire de prothèses. C'est complètement faux. C'est un mensonge, mais c'est incroyable. Qui manque avec. Parce qu'en fait, on enlève un amalgame et on le remplace par une résine. Il n'y a que les très gros amalgames qu'on peut remplacer par un inlay ou par une couronne. C'est-à-dire qu'en plus, ils mentent de façon effrontée. C'est fou. Tout ça pour justifier les choix qu'ils ont faits de continuer à jouer avec l'amalgame pendant encore 10 ou 15 ans. Voilà. C'est pour ça quand même que ces conseils de l'ordre, franchement, c'est pas clair. Il en faut des conseils de l'ordre, parce que, comme dans tous les domaines, il y a des escrocs partout, hein, et c'est vrai qu'il y a des gens voilà, c'est sûr. Mais le rôle qu'il s'attribue aujourd'hui, de décider comme ça, autour d'une table, à quelques-uns, de prendre des décisions qui sont nocives à la santé, tout ça, pour quelles raisons? Alors c'est là où on se pose la question. Pour quelles raisons ils font ça? Moi, ça me dépasse. Mais je vais vous le dire, c'est que pour un dentiste, poser un amalgame, c'est facile. C'est facile, comme ça. Alors c'est vrai que poser une résine, un composite, c'est un peu plus long. Ça ne coûte pas plus cher, mais c'est un peu plus long. Voilà. Alors c'est moins. Voilà. Oui, donc c'est quand même pas un problème insurmontable. Et peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'électrosensibilité. Vous avez, comme vous le disiez tout à l'heure, des personnes qui viennent de toute l'Europe pour venir vous voir. Vous avez été en contact avec l'association Robin des Toits, bien connue dans le domaine, qui vous soutient, etc. On sait que c'est quand même un phénomène qui est important, fut-il mal connu, peut-être du grand public, ou en tout cas des médias habituels, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que c'est un phénomène qui est d'abord en croissance et puis dans quelle mesure ça perturbe la vie de ceux qui sont concernés? Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'ANSES, c'est Association nationale d'études sanitaires, donc, qui est une organisation gouvernementale. L'ANSES, c'est les autorités. Voilà. Reconnaissent que c'est eux qui le disent, c'est pas Dieuzel, 3 à 5% de la population française se considèrent comme électrosensibles, c'est-à-dire que ces personnes souffrent, ça fait des millions de personnes. Quand elles sont dans un environnement électromagnétique chargé, devant la Wi-Fi, avec les compteurs Linky, avec les téléphones portables, etc. Et ces personnes souffrent de problèmes de santé qui sont importants et qui les empêchent de vivre une vie normale, soit socialement, soit en famille, soit etc. C'est-à-dire que l'ANSES reconnaît l'électrosensibilité. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'ANSES qui le reconnaît, puisque mon avocat, Arnaud Durand, a fait jurisprudence, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dichotomie entre l'Académie de médecine, qui elle ne reconnaît pas l'électrosensibilité, et les tribunaux, puisque les tribunaux, il y a une jurisprudence à Bordeaux, il y a quelques années, où le tribunal a décidé de faire enlever des compteurs Linky à des personnes qui étaient hyper électrosensibles. C'est-à-dire que, comme je dis, il y a le virtuel et le réel. Le réel, c'est les tribunaux, hein, et le virtuel, c'est l'Académie de médecine. Voilà. Donc, c'est une réalité. Je vois tous les jours, moi, des personnes qui sont électrosensibles, qui ont toujours les mêmes problèmes. Hein, dès qu'elles sont dans un environnement électromagnétique chargé, elles ont des problèmes de maux de tête, des problèmes d'équilibre, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des acouphènes, etc. C'est une réalité. Voilà. Et ça aussi, ça me dépasse. Sauf que, comme l'ANSES, qui reconnaît donc 3 à 5% des Français, mais ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils ne savent pas l'expliquer. Alors, comme ils ne peuvent pas l'expliquer, eh bien, ils partent du principe que ça existe, mais ça n'a existé. Voilà. Ils ne savent pas trop où ils en sont. Sauf que, s'ils venaient me voir à l'ANSES, mais ils vont le comprendre tout de suite. Vous savez ce qui est amusant dans ce qui m'arrive, c'est qu'avant d'avoir le procès à Toulouse,
des gens du Conseil de l'Ordre, j'ai fait mes études avec certains, là que je connaissais bien. Je leur ai proposé de venir assister à mes consultations. Je leur ai proposé, venez assister à mes consultations. Ils ne sont jamais venus. Quand j'ai eu le procès, à la fin du procès, je leur ai dit à tous, écoutez, vous pouvez me condamner à mort, mais au moins, venez assister à mes consultations. Jamais venu. J'ai écrit une lettre recommandée à chacun des 16 doyens des facultés de chirurgie dentaire de France. À 16. Longue lettre recommandée, plusieurs pages à 4, pour leur expliquer tout ce que j'avais compris. Je n'ai pas reçu 3 lignes. Je dis, mon cher confrère, merci beaucoup, ça interpelle, bonne journée. Rien, rien, rien. Vous voyez, c'est ça qui interpelle. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'il y a une volonté de ne pas savoir. Et ça, c'est surprenant. C'est surprenant. Voilà. Et donc, dans ce contexte un peu particulier où on voit que, et on espère que l'affaire que vous traversez va permettre de bouger les lignes, mais en tout cas, pour l'instant, il y a comme une réticence quand même des autorités à essayer de faire avancer le sujet. Quels sont d'abord peut-être pour les patients, les conseils que vous pouvez donner déjà en prévention, on va dire, histoire de ne pas tomber dans ces situations où on se fait mal soigner pour se faire mal soigner à nouveau ensuite, jusqu'à ce que tout enlevé, enfin, et rentrer dans des cycles un peu infernaux. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux patients? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Là, je vais vous dire, toutes les personnes qui ont des amalgames dans la bouche devraient se les faire enlever. Là, en disant ça, je ne peux pas me tromper. Voilà, c'est la première des choses. La seconde des choses, je pense qu'il faut qu'ils prennent contact avec des dentistes qui soient dans, comment dirais-je, j'allais dire dans l'humanité, c'est-à-dire des dentistes qui soient ouverts. Parce que vous savez que vous avez des patients, ils vont aller voir un dentiste pour leur demander d'enlever les amalgames. Beaucoup vont refuser. Beaucoup vont refuser en expliquant que oui, mais c'est parce que si je les enlève, c'est là où vous risquez d'être intoxiqué au mercure. Ce qui n'a pas de sens. Voilà. En réalité, enlever un amalgame, c'est long, c'est pas marrant, ça rapporte rien. C'est ça souvent la vraie raison. Ensuite, oui, après, alors, il n'y a pas que l'amalgame qui peut entraîner des problèmes. Vous avez aussi des matériaux, vous avez aussi des céramiques, vous avez des métaux, vous avez la zircon aussi qui peut entraîner des problèmes. Et donc, en fait, vous voulez qu'il faut tester les matériaux. Qu'est-ce que ça veut dire, tester les matériaux? Ça veut dire que quand vous mettez un matériau qui ne va pas dans la main, par exemple, eh bien, il y a des choses, en faisant des tests que j'appelle des tests d'amplitude des mouvements articulaires, ou en testant, en faisant des tests kinétologiques, peu importe, mais il y a plusieurs façons de procéder, eh bien, on se rend compte qu'il y a des matériaux qui ne conviennent pas. Et comme je dis toujours, le corps ne ment pas. Si je vous mets à vous, Augustin, un amalgame dans la main, eh bien, c'est à 100%, à 100%. J'ai vu il n'y a pas longtemps le champion du monde de lutte en cage. C'est pas bon, c'est comme les autres. Si je lui fais serrer les doigts comme ça, en lui mettant l'amalgame, c'est un enfant, il ne peut plus serrer. Alors que sinon, il faut être deux de chaque côté pour arriver à lui écarter les doigts. Par exemple. Vous voyez, voilà. Ou si je vous mets un amalgame dans la main, que je vous mets contre un mur, je vous fais monter la jambe gauche, vous allez avoir la jambe qui va monter. Et si je vous mets l'amalgame dans la main, eh bien, ça va limiter l'amplitude du mouvement. Vous voyez, voilà. Donc, tester, c'est absolument fondamental. Et il y a aussi un problème dont on parle peu et qui est fondamental aussi, c'est le problème occlusal dentaire, l'occlusion dentaire, la façon dont les dents s'emboîtent. Ça aussi, il faut savoir quand même qu'il y a un professeur de la faculté de chirurgie dentaire de Marseille, le professeur Hartmann, qui a écrit au président de la République, à Macron. Et comment, je ne vais pas vous dire toute la lettre, mais il dit, Monsieur le Président, je vous écris parce que je ne comprends pas comment le monde médical, dans son ensemble, n'a pas compris l'énormité des conséquences du serrement de dents dans certains cas. Et c'est vrai, vous avez peut-être un Français sur qui a des problèmes de cette nature. Vous voyez, voilà. Et C'est-à-dire qui que sont liés moi, à quoi alors? comment? D'où ils viennent ces problèmes? Ça, c'est le problème occlusal. Et bien, il suffit qu'il y ait une dent qui est tournée, qu'il y ait un petit contact, des microns parfois, même si vous avez de belles dents, même si vous croyez que tout est bien, et bien quand vous serrez les dents, ça vous crée des tensions.
Et comme on serre les dents 2500 fois par jour pour déglutir, pour avaler la salive, c'est un mitraillage de tension avec tout un effet domino voilà, qui est aussi extrêmement catastrophique. Ok. Voilà, et tout ça, tout ce que je vous dis, moi, ce qui m'agace beaucoup, c'est que tout ce que je vous dis, Augustin, n'importe qui peut le voir. N'importe qui peut le voir. C'est-à-dire, c'est pas. Voilà, c'est trop facile. C'est trop facile. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, justement, c'est que ces gens du Conseil de l'Ordre, ou que ces présidents des facultés de chirurgie dentaire, ces doyens, n'aient pas cette curiosité de dire, mais bon, Dieu aide, je peux venir voir, voilà. Vous voyez, voilà. Et ça c'est extrêmement agaçant. Voilà. Ça, pour moi, c'est insupportable. Et qu'est-ce que vous recommandez à vos jeunes confrères maintenant que vous avez un peu cette expérience d'abord de la pratique évidemment, des tests et puis de l'accompagnement où vous avez un peu toute la panoplie de l'expérience du conseil à la pratique, et aussi malheureusement de ces relations pas très agréables avec le conseil de l'ordre. À un jeune confrère ou consoeur qui voudrait s'installer et qui est convaincu par les preuves que vous mettez en avant et qui aimerait vraiment prendre soin de ses patients en faisant attention à leur santé globale, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes confrères-là? Alors, vous savez, je pense que si les conseils de l'ordre se comportent de cette façon, de soit avec moi pour les dentistes ou d'une autre façon avec les médecins, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un chemin, voilà, et ils ne veulent pas que quelqu'un sorte du chemin. Le chemin, c'est les données acquises de la science, etc. Et à partir de là, les conseils de l'ordre, ils sont là avec le bâton. C'est-à-dire, si vous sortez, ils vous donnent un coup de bâton. Un coup de bâton. C'est pour ça qu'ils appellent ça de la domestication. Ils veulent domestiquer euh, les dentistes, les médecins, etc. Ils veulent domestiquer. Parce que celui qui n'est pas sorti du chemin, quand il voit que son copain, par exemple, ou tous les dentistes qui entendent parler de moi, quand ils vont savoir que Dieu Z a été condamné parce qu'il est sorti, comment voulez-vous qu'ils osent, c'est ça qui est dégueulasse, qu'ils osent faire comme moi. Parce que moi, j'ai un âge où je peux, comme je dis, où le vertige du rien n'emporte le vertige de tout, mais quand on a 40 ans, quand on a des enfants qui vont à la fac, etc., et tout, on ne peut pas prendre de risque. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est dégueulasse. Et c'est ça qui est sous-entendu par les conseils de l'ordre. Vous voyez ce qui arrive à Dieu Z, voilà. Il sauve des gens. Il est soutenu par des milliers de personnes, mais il est sorti du rang. Et vous voyez, on lui a fait un grand coup de bâton. Vous voyez, si vous faites pareil, vous voyez ce qui va vous arriver. Et c'est ça qui est très, très grave et qui est très pervers de la part des conseils de l'ordre. Voilà. Il y a un chemin, voilà. Et on n'a pas le droit d'en sortir. Même si le fait d'en sortir aide des milliers et des milliers de personnes. C'est ça. Je reviens à la fibromyalgie. 2 à 3 millions de fibromyalgiques en France. C'est toujours ici que ça se passe. C'est ce que dit le professeur Hartmann quand il a écrit au président de la République. Il dit exactement ça. Hein, ce sont des millions de personnes. Et ça vient toujours de la bouche. Qu'attendent les autorités? Parce qu'en plus, il y a un point sur lequel on n'a pas insisté, mais qui est quand même très important, c'est que vous, les retours de patients sont quand même, une fois que leur amalgame a été enlevé, et ça, vous l'avez bien exprimé dans le livre, on voit des témoignages, les retours sont très positifs, et en fait, les patients sont à fond derrière vous. C'est ça aussi. Comme, oui, mais alors vous savez, comme tous ces témoignages, des centaines, j'ai même des témoignages filmés, des vidéos filmées, tous ces témoignages pour les conseils de l'ordre, ce sont des témoignages de complaisance. Vous voyez? Parce que, et oui, parce ils ont toujours le mot qu'il faut, hein, voilà, c'est-à-dire que tous ces gens qui m'ont écrit depuis des années, etc., et tout, c'est des témoignages de complaisance. Voilà, c'est-à-dire, c'est ça qui est absolument. Donc, ils ne veulent pas venir voir, voilà, et tous les témoignages, c'est des témoignages de complaisance. Voilà. De toute façon, tout ce que je fais, ça ne peut pas exister. Mais c'est à se taper la tête contre les murs, des choses pareilles.
C'est pour ça, si vous voulez, que j'ai voulu écrire ce livre, parce qu'il est symbolique, en fait, d'un état d'esprit, d'une forme d'être de la part des autorités. Et je crois qu'il faut que le public ouvre les yeux. Parce que dans l'esprit du public, oui, c'est bien, il faut des conseils de l'ordre, parce que, vous comprenez, il y a des dentistes qui exagèrent sur les prix, il y en a d'autres qui vont, il y en a d'autres qui trichent avec la sécurité, il y en a d'autres qui font un travail de merde. Donc, il faut effectivement, il faut une police, hein, comme dans tous les domaines, il faut une police. Mais là, on n'est plus dans la police. Là, on n'est plus dans la police, on est dans l'idéologie. Ça, c'est une idéologie, hein, c'est un dogme, voilà, dont on ne peut pas sortir. Et ça c'est absolument intoléable. Et je crois qu'il faut que le public comprenne ça, que ce soit d'ailleurs pour le Conseil d'ordre des médecins comme pour celui des dentistes. Il faut que le public comprenne qu'en fait, les conseils de l'ordre, de la façon dont ils fonctionnent aujourd'hui, ça ne devrait plus exister. Au XXIe siècle, ça ne peut plus exister. Voilà. Et ça, ce livre, il est fait pour ça aussi. Voilà. Il n'est pas fait pour moi, il est fait pour ça. Il faut que les gens comprennent ce qui va leur arriver, et parce que vous savez, c'est l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude. Il faut que le public se réveille. Il faut qu'il se réveille, parce que sinon, ça va être trop tard. Vous voyez, voilà, et ça me paraît indispensable. Vous pensez que le débat scientifique aujourd'hui est à un point mort? Mais écoutez, ce n'est même pas moi qui le dis. Vous savez, dans mon livre, je cite le rédacteur en chef du Lancet, comme la rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, qui sont les deux revues qui font foi, qui font la règle. Ces deux rédacteurs en chef disent textuellement qu'on ne peut plus faire confiance dans les publications scientifiques, parce que les intérêts financiers qui sont en jeu sont tellement énormes qu'aujourd'hui, tout cela, ils disent, je crois, 50% des publications scientifiques sont probablement fausses. Ce qui fait que se référer aux données acquises de la science, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens, voilà. Non, moi je rejoins ce que disait Einstein. Einstein disait, la science c'est l'expérience. Tout le reste c'est de l'information. Et c'est vrai, la science c'est l'expérience. Et moi ce que je fais, ce que je montre, voilà, c'est l'expérience. Mais c'est une expérience que tout le monde peut venir constater. Voilà. Moi, mon rêve, Augustin, c'est qu'un jour, des scientifiques m'appellent, me disent, Dieu aide, on vient me voir, on va travailler ensemble. Et on va essayer, devant le phénomène que je décris, les améliorations de santé spectaculaires que je décris, on va essayer de les comprendre dans les référentiels scientifiques modernes. Et on va faire des études, des vraies études. Parce que moi, mon, mon, mon bureau, c'est là où je travaille. Mais c'est vrai que si on pouvait aller, je sais pas, au CNRS pour étudier toutes ces choses-là, parce que ça marchait sur la tête. Ça marchait sur la tête. Voilà. Ça, il faut le voir. Voilà. Et j'espère que mon livre va servir à faire comprendre certaines choses. Voilà. Eh ben, on l'espère aussi. J'espère que ça va bien faire bouger les lignes et qu'effectivement, les scientifiques lecteurs qui verront cette interview et liront votre livre se précipiteront sur leur téléphone pour vous appeler pour qu'il y ait une Je suis collaboration même efficace. prêt à leur payer le billet d'avion pour qu'ils viennent voir. Vous voyez, on ne peut pas vous dire. Merci beaucoup, Gérard. Merci, Augustin.